quelques mois, la France, et plus particulièrement Paris, va mettre son image internationale en jeu lors des tant attendus Jeux Olympiques de Paris de cette année 2024. Et pour beaucoup, ça va être un énorme fiasco. Entre la Seine qui devait enfin être baignable, et qui est toujours aussi radioactive que le Gange, les craquettes, les punaises de lit qui sont gentiment en train de préparer leur plan d'action pour réapparaître et conquérir le monde en s'agrippant sur les touristes. Enfin bref, c'est bourbier de tous les côtés, et si ça se passe mal, Paname risque d'en payer le prix fort. Mais la ville de Paris n'est pas la seule à miser beaucoup sur cet événement. Une marque joue aussi très gros puisqu'elle a décidé de faire tapis sur ces Jeux Olympiques. Genre littéralement. Carrément, ils ont dû demander un paiement échelonné et chercher 30 millions d'euros à la dernière minute pour financer l'opération. Et vous l'aurez deviné, cette marque, c'est le Coq Sportif, une marque française dans une posture assez délicate comme beaucoup de marques françaises en ce moment. Et si le virage des Jeux Olympiques est mal pris, bah les carottes seront cuites. Ou plutôt le coq sera cuit du coup. Alors est-ce que miser autant sur les JO, c'était une bonne idée? Parce qu'on parle quand même en centaines de millions d'euros investis. Pourquoi le Coq Sportif décide de presque jouer quitte au double sur cette opération? Mais surtout, pourquoi la marque est aussi gaze? Bon, ça par contre c'était gratuit. Mais la question est quand même assez légitime. Et on va aussi essayer d'y répondre dans cette vidéo. Bonjour, c'est toi Guillaume? Non. Nouvelle vidéo, si je vous dis marque de sneakers iconique et historique, vous allez probablement penser à Nike, Adidas, Converse ou Puma. Mais absolument personne ne va penser au Coq Sportif, qui est quand même une des plus vieilles marques de sportswear toujours en activité, fondée au 19e siècle, bien avant l'apparition des géants du milieu d'aujourd'hui. Merde, quand même! Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont branlé ces 100 dernières années pour que le grand public ne retienne absolument rien d'eux, à part qu'ils sont français grâce à leur coq. Et bah ça, c'est une sacrée énigme, et pour le capter, va falloir comme d'habitude remettre pas mal de contexte historique. Tout débute en 1882, et étonnamment, l'histoire commence dans un bar, probablement où ils devaient s'envoyer tout type de liqueurs farfelues de l'époque, et c'est probablement après avoir englouti 2-3 bouteilles de la potion d'Astérix qu'ils se sont dit « Venez, on fabrique des bonnets de sport dans le bar ». C'est logique. Zéro van, c'est le début de l'histoire du Coq Sportif avec un certain Émile Camuset, passionné de sport qui bossait dans le bar de sa famille à Romilly-sur-Seine, pas loin de Paris, qui s'est spontanément dit que ça serait une bonne idée de fabriquer des bonnets de sport dans un bar. C'était le PMU du coin où ça parlait sport, et du coup, se lancer dans le sportswear, c'était pas non plus complètement déconnant, vu qu'il y avait déjà des potentiels acheteurs dans le bar. Pour lancer le bail, il ira commander des tissus élastiques tout droit d'Angleterre, vu qu'ils étaient réputés pour leur qualité, et il fabriquera ses bonnets sur place. Mais ça prendra pas plus que ça. C'était juste un petit délire entre potes, et il vendra quelques bonnets à son entourage. L'histoire aurait pu s'arrêter là, il aurait pu se dire que, je sais pas, vend des cocktails, des boissons, soit un barman normal, mec. Sois normal, mec. Mais non, il était obstiné dans son délire, et la bonnetterie sportive Romillon naîtra et vendra des bonnets, jusqu'à l'arrivée d'une de ses filles dans le business, Mireille Camuset, qui 40 piges après la création de la bonnetterie, lui proposera d'étendre la gamme à différents types de vêtements. Et c'était un coup de génie, puisqu'un an après la proposition, ils inventeront en 1921 les bas de survêtement, plus communément appelés le sweatpant chez les quinries. Avant ça, les bas de survêtement ça existait pas. Les sportifs portaient tout type de frocs saugrenus. Quand ça pouvait mettre des shorts, ça mettait des shorts, mais sinon tu pouvais les voir en gros pantalons en laine, et les meufs tapaient des tennis en robe de mariée. Genre vraiment, tu t'aimes le sportswear de l'époque, c'est lunaire. Tu viens taper un foot, t'as un boug avec un big col roulé à la Yomi Denzel, à tout moment il va te vendre une formation entre deux passements de jambes, l'autre tout à droite il est en pyjama, on sait pas trop ce qu'il fout là, carrément il est pieds nus ce bâtard. Qu'est-ce que tu foutre ici? Enfin bref, la bonnetterie innove et invente des top produits pour améliorer la performance et le confort des athlètes, donc forcément ça marche et ils se font remarquer. La bonnetterie sportive Romillon, qui se surnommera le Coq Sportif, gagnera énormément de terrain dans toute la France et deviendra un emblème du sport français, mais surtout elle deviendra l'équipementier officiel de la Fédération française de foot, de basket, de rugby, d'athlétisme, et si internet existait déjà à cette époque, ils auraient probablement conquis le monde à une vitesse folle. Mais malheureusement, on était encore dans les années 30 et ce succès grandissant va très vite s'arrêter quelques années plus tard, suite à l'arrivée d'un homme. Bon, autant vous dire que pendant cette période, le business c'était un peu compliqué et l'activité sera mise en pause forcée, on va dire. Mais la bonnetterie reviendra en 1948 en tant que Coq Sportif, avec un tout nouveau logo qui ressemble énormément à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ils étaient bien déterminés à reprendre ce qui leur était dû de droit. Dès les années 50, ils équiperont les athlètes du Tour de France, de l'équipe de France de foot et des clubs de foot français. Mais à cette époque, le sport était pas aussi commercial qu'aujourd'hui et les maillots de l'époque, tu les vendais pas en magasin et il y avait pas de
logo dessus. C'était juste écrit France en bien balèze. Mais c'est vers la fin des années 60 que les logos apparaîtront sur les maillots, que ce soit dans le cyclisme ou dans le foot, et le coq sportif profitera grandement du succès des athlètes qui utilisaient leurs produits. Carrément, le coq sportif a soulevé la Champions League avec le Feyenoord Rotterdam dans les années 70, il dominait la boxe aussi à cette époque et clairement, tout laissait croire qu'il pouvait se hisser au sommet du sportswear mondial. Mais tout s'arrêtera brusquement à cause du choc pétrolier en 1973. L'économie mondiale se pète la gueule, le prix des matières premières explose, et le coq sportif qui avait toujours fait le choix de garder des marges assez faibles pour rester la marque du peuple sera en crise totale. En quelques mois d'agonie, c'était la fin. En tout cas pour la famille Camuset qui a plus un rond et qui devra vendre le coq sportif à Adidas. Et étonnamment, Adidas va continuer de propulser le coq sportif à l'international. Le coq sportif soulèvera la Coupe du Monde avec l'Italie en 1982, puis en 86 avec l'Argentine et notamment avec Diego Maradona. Et à cette même période, Nike et Reebok mettent les bouchées doubles pour conquérir le sportswear game. Donc Adidas décide de se concentrer sur sa marque et de bazarder le coq sportif. À partir de là, c'est le déclin total pour le coq sportif. La marque n'a plus du tout la même structure pour l'épauler. Elle passera aux mains d'une multinationale américaine qui va essorer la marque pour en tirer le maximum de pognon. Puis la marque passera de main en main de nouveaux investisseurs pour devenir la marque un peu gaze qu'on connaît aujourd'hui. Si t'as tes mains notre vidéo sur les marques françaises, le coq sportif, c'est un peu l'exemple ultime de la marque de French Dreamer. Bon, sans surprise, ça vous parle pas forcément vu que vous êtes à peine 14% à avoir déjà acheté une paire de coqs sportifs et seulement 13% à se saper en coq sportif. Et ça se comprend assez facilement en termes de sap. Honnêtement, c'est pas moche, mais c'est plutôt anecdotique. En termes de sneakers, par contre, ils sont complètement en chute libre. Là, clairement, pour moi, ils ont abandonné. Ils ont sorti une paire de running récemment pour les Jeux Olympiques, et sinon, c'est tout. Pas de prise de risque ni d'investissement pour tenter de nouvelles shapes. Ils préfèrent rester sur leurs classiques, qui sont des classiques que pour eux. C'est giga nul. En sac. Et quant à certaines collabs qui ont un peu de sens dans la culture sneakers, la plupart du temps, ils sont plutôt dans des collabs très mainstream. Good vibes, French Dreamer comme celle avec Big Flo et Oli, ou le Café Joyeux. Par contre, en vrai, celle-là, tu mets un swoosh à l'envers, c'est sold out en 8,6 secondes. Non, clairement, le coq sportif, c'est éteint de fou, et je comprends que vous étiez nombreux à dire que c'est une marque de PNJ. Personne qui kiffe le streetwear ne va spontanément aller vers cette marque. Même pour le sport, c'est compliqué. Je vois leur dernière paire de running, tellement l'image de la marque est finito, j'ai l'impression que je vais courir moins vite si je la porte. Et ils ont peut-être trouvé la solution pour remédier à ça, devenir le sponsor officiel des Jeux Olympiques de Paris. Et là aussi, si on se base sur notre Insta, vous étiez pas convaincus, et c'est encore pire si on regarde comment les tenues des JO ont été accueillies sur Twitter. Ouais, le monde est méchant. Pour l'ADA, ils sont allés chercher Stéphane Hpoul, et c'est quand même un book qui est en place dans le game. Il a collab avec Pata, Stussy, Nike sur une Air Force One ou sur toute une collection aux couleurs de la France. C'est loin d'être le premier venu, un book complètement à la ramasse. Et donc clairement, ils ont été très pertinents sur le choix de la personne pour le taf. Mais bon, ça a peut-être pas été accueilli comme prévu, et sa vision n'a peut-être pas été comprise, vu que lui, de base, il voulait revisiter le drapeau bleu, blanc, rouge, et apparemment, les gens ont vu du dentifrice. J'adore rire. Alors est-ce que pour autant, le coq sportif va rater le coche pour ces JO? Eh ben, il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant plusieurs mois, on va avoir l'image du coq sportif dans la position de la marque du sportswear français. Et si on regarde l'histoire, on peut se rappeler qu'en 2012, Adidas avait aussi payé pour devenir sponsor officiel des Jeux Olympiques de Londres, mais Nike avait tellement mieux géré son marketing autour de l'événement, ils avaient su beaucoup plus capitaliser dessus, et la majorité des gens étaient carrément convaincus que c'était Nike le sponsor officiel. Étant donné que le coq sportif a mis tout le budget pour être sponsor, je suis pas sûr qu'il soit capable d'accompagner l'événement aussi bien que prévu. Et je veux pas être mauvaise langue, mais je suis pas sûr non plus que les athlètes qui sponsorisent sont ceux qui vont le plus briller lors des JO. C'est probablement même plutôt l'inverse, hein. Depuis qu'ils ont sponsor Tony Yoka, il se fait mélanger à chaque combat. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Donc au final, ils ont juste payé une licence des centaines de millions d'euros pour être mis en avant lors d'un événement. Leur objectif, il est clair, c'est d'accroître le chiffre d'affaires de 20 à 30% grâce à la vente de sa brandée Jeux Olympiques, mais clairement pas de se refaire une place dans le game. J'ai pas l'impression qu'ils ont une stratégie globale qui va au-delà de ça. On rappelle que c'est une toute petite marque qui génère 140 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est même pas le budget marketing de Nike ou Adidas. Ils sont pas dans la même dimension, et forcément, ils ont pas vraiment les moyens de faire mieux. On est sur des objectifs financiers assez modestes, évidemment à l'échelle des grosses marques de sportswear, hein. Là, ils vont avoir les yeux du public rivés sur eux un petit moment, tout en proposant les mêmes produits qu'ils ont l'habitude de proposer. Des sneakers assez gaze, on va pas mytho, des sapes anecdotiques, et des collabs avec Soprano et Big Flo et Oli. Bon, il en faut pour tout le monde, et le coq sportif, c'est pas la hype, c'est pas la France d'en haut, c'est la France qui part en vacances au camping. C'est la France qui fait des repas de famille chez Flunch. Et c'est pas forcément mauvais. Mais vous y croyez à un retour du coq où il est complètement cuit? Acheter des flingues, c'est mon putain de truc. On fume la puff, elle est verte comme Hulk. Trouve-moi avec Mike, on
je suis un cancre. J'ai les keufs au cul, j'ai une boule au ventre. On est plein de pills et on touche le ciel. On a plein de putes qui ont plein de zeille. J'ai un nouveau flingue.